Alors, je vais te présenter. Tu es vétérinaire comportementaliste, Oui. tu es formateur, conférencier, auteur, belge, Belge, oui, oui. je sais Je sais pas pas. si c'est une qualité ou un défaut, mais On laissera les gens en juger. Bonjour, Joël. Michel. Bienvenue dans cette entrevue. Je dis souvent que j'ai la chance et le privilège de recevoir des gens inspirants en entrevue. Et bien là, j'ai la double chance de recevoir un de mes mentors qui m'a appris beaucoup de choses sur l'univers canin et qui a la générosité de me donner une entrevue dans son horaire très chargé. Alors, Joël Dehaas. Bonjour, Joël. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Je te remercie beaucoup de m'accorder cette entrevue. Avec plaisir. Ouais, c'est un plaisir pour moi aussi. Alors, je vais te présenter. Oui. Tu es vétérinaire comportementaliste, Oui. tu es formateur, conférencier, auteur, belge, Belge, oui, oui. je sais Je sais pas pas. si c'est une qualité ou un défaut, mais On laissera les gens en juger. Et je sais pas, j'ai oublié quelque chose? non, c'est parfait. C'est parfait. Bon, comme ça. Voilà. Alors, moi, je te connais comme formateur et comme vétérinaire comportementaliste, bien sûr. J'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi un vétérinaire comportementaliste. Un vétérinaire comportementaliste, c'est un vétérinaire. En premier. Il est déjà formé en tant que vétérinaire généraliste et puis il s'est spécialisé dans un domaine particulier qui est le comportement, la psychiatrie. Donc il va analyser tout ce qui est émotionnel, les humeurs du chien, la personnalité du chien, la génétique du chien et toutes les relations qu'il y a entre le comportement et l'aspect organique du chien, les problèmes hormonaux, les problèmes neurologiques, les problèmes immunitaires. Donc il va prendre l'intégralité de l'analyse du chien en relation avec le domaine du comportement, pour déterminer si le comportement est un comportement normal ou s'il a pathologique, si c'est un trouble du comportement. OK. Donc, on va plus loin dans la médecine que la médecine. On va dans le comportement. Et puis, une question que j'ai envie de te poser, quand tu t'es inscrit à l'école vétérinaire, est-ce que tu avais l'idée d'être... Non, aucune idée. Quand je me suis inscrit en médecine vétérinaire, je voulais faire les animaux de compagnie. OK. Pour faire de la médecine. Les animaux de rente, c'est un peu moins la médecine. Et donc, au fur et à mesure de mes études, je me suis rendu compte, ayant un intérêt particulier pour des médecines alternatives comme l'homéopathie, et étudiant l'homéopathie en même temps que la médecine vétérinaire en parallèle, je me suis rendu compte que ce qui était le plus intéressant, c'était l'individu derrière la maladie. Et l'individu s'exprime beaucoup dans son comportement. Le comportement est une fenêtre sur la personnalité, sur l'âme de l'individu. OK. Et donc là, je suis venu au comportement très très rapidement, OK. après mes études vétérinaires. OK. T'as-tu eu le temps de faire de la médecine vétérinaire? Oui, j'ai fait de la médecine vétérinaire générale pendant 15 ans, tout en faisant du comportement, tout en faisant de médecine alternative. Puis là, tu t'es spécialisé. Et là, je me suis spécialisé. Oui, et tu as une grande expérience maintenant. J'ai une certaine expérience. Ben oui, je veux dire, tu as plusieurs années d'expérience. J'ai plusieurs années d'expérience qu'on va en dire. comportement. Le premier bouquin de comportement date de 1982, donc voilà, de 82 à 2018, on a quand même 26 ans. 26 ans de... OK. 26 ans? Oui, 26 ans. 36 ans? Je sais pas compter. Non, Bon. je pense qu'on est... Je viens de prendre ma calculette si je dois calculer quelque chose en médicaments. Mais j'ai beaucoup appris avec toi sur justement l'individu, le chien en tant qu'individu, être vivant avec des besoins, des émotions. Oui. Et c'est le cœur de mon projet, moi. C'est les émotions qui sous-tendent un comportement. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Tout ce que j'ai appris avec toi et tous les modèles que tu as élaborés. Puis c'est de ça que j'aimerais qu'on parle. Allons-y. Allons-y. Fait que tu as élaboré un modèle du triangle des émotions chez le chien. J'en parle dans mon cours théorique, mais ça vient de toi. Donc, je ne renie pas mes sources. Et j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. J'aimerais que tu nous parles de ça et des besoins du chien, parce que souvent, c'est ça le problème.
satisfait pas les besoins. Et je crois que tu as fait aussi un certain modèle d'activité chez le chien. Fait qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est s'en aller au tableau? On peut s'en Tu vas aller au nous tableau expliquer et ça? expliquer un petit peu quelles sont les émotions chez le chien et pourquoi c'est intéressant d'aller voir les émotions du chien. Super, on y va. Alors, on se fait ce petit triangle des émotions, Joël, s'il te plaît? Ça serait vraiment super. Alors c'est un modèle des émotions qui est très simple. En fait, on a 4 émotions fondamentales qui sont la joie, la colère, la peur et la tristesse. Mais ces 4 émotions fondamentales donnent 3 stratégies d'action. Et donc j'ai fait un triangle en fait des stratégies d'action. L'action, se mettre en mouvement, est associée avec la joie et la colère. OK. L'évitement de l'action, ou la fuite, l'échappement, l'évitement de l'action est lié à la peur. OK. Et puis la tristesse est liée à une stratégie qui est en fait le fait de ne pas bouger. Et ça, c'est l'inhibition de l'action. Inhibition de l'action. Et ça, c'est lié à la tristesse. OK. Ça, c'est les émotions de base. Elles correspondent bien à ces différentes stratégies. Et puis, on a des émotions, en fait, intenses. L'intensité de la joie, c'est l'euphorie. On va mettre là l'euphorie. L'intensité de la colère, c'est la fureur ou la rage. OK. À la peur, c'est la panique. Et avec la tristesse, l'intensité et l'extrême, c'est la détresse. Et on a donc un autre triangle des émotions de crise. Des émotions, en fait, qui sont pathologiques, mais qui vont entraîner, elles aussi, un excès d'action, un excès d'inhibition, de freezing, ou un excès d'évitement, de fuite. Lié à ces émotions, on a les humeurs. L'humeur, c'est l'atmosphère intérieure. Et l'atmosphère intérieure liée à la tristesse. À la tristesse, ici, c'est la dépression. On va mettre là, la dépression. Et donc, dans la dépression, on a une grosse probabilité de ne pas bouger, de ne pas aller à l'action, de ne pas avoir d'initiative, de ne pas jouer. Du côté de la joie et de la colère et l'excès d'action, on a ce qu'on appelle les états hyper, dans lesquels on a hyper excitabilité, hyper sensibilité, hyper réactivité, hyper agressivité. Et du côté de la peur, on a bien sûr l'anxiété. L'anxiété, c'est la peur d'avoir peur. Et donc on a comme ça toutes les émotions et les humeurs qui se rassemblent, qui sont assez faciles à déterminer, et on peut aller même plus loin, voir où le chien se retrouve dans ses émotions, et s'il est coincé plus dans un état hyper, comme un chien hyperactif, il est coincé dans plus de joie, plus de colère, un peu normal, mais beaucoup moins de tristesse par exemple. Il est coincé là-dedans, et s'il est coincé là-dedans, il ne peut pas échapper à cet espace, ça fait partie de sa personnalité. Cette personnalité, elle est génétiquement programmée. OK. Il est génétiquement programmé à être hyper dans la joie, dans la colère, dans l'action, dans l'agressivité, dans la sensibilité. OK. Donc, je m'excuse. En fait, ici, on est dans le triangle Le triangle central, c'est le triangle des émotions normales. Normales. Qu'on peut gérer, qu'on appelle physiologiques, homéostatiques. Elles sont gérables. Et c'est dans ce triangle central qu'on est capable d'apprendre. OK. Si on veut apprendre quelque chose de nouveau, c'est dans ce triangle central des émotions centrales. Si on est en crise émotionnelle, on n'est plus capable d'apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose de créatif. On est encore capable d'associer un environnement, la présence d'une personne, un horaire avec de la colère, une crise de colère. Oui, ça devient associatif. Voilà, OK. conditionnement associatif. Chaque fois qu'on va voir cette personne, on déclenche de la colère, involontairement. Ça, on peut apprendre. C'est un apprentissage, mais c'est un apprentissage aversif, pas agréable. Apprentissage constructif, remplacer cette colère par de la joie, nécessite d'être dans les émotions physiologiques. Donc, la crise de fureur, on ne peut pas la remplacer par de la joie. Une colère normale, on peut la remplacer par de la joie, en changeant le contexte, en changeant le jeu, en changeant les émotions de base du chien. Ce qui nous aide, quand on regarde les triangles, ça nous aide à placer le chien dans ses humeurs puis dans ses actions. Puis ça nous aide aussi à réfléchir à comment on peut lui faire de l'apprentissage ou non s'il est trop à l'extérieur de son triangle. On a un chien hyperactif, il a une grosse probabilité d'avoir des crises de joie, des crises de colère. Dans ces phases de crise, on ne peut rien lui apprendre de constructif. Et on peut lui apprendre que dans cette petite partie du triangle en connexion avec son état. Dans cette petite partie-là, si on le met dans cette situation-là, là, il est capable d'apprendre.
Dans le reste du temps, il n'est pas capable. On essaye de le ramener. On le ramène. On le ramène. Des fois, avec différentes stratégies. Des fois, c'est médicamenteux. Des fois, c'est médicamenteux. C'est facile avec des médicaments de passer de la crise aux émotions normales. Ça veut dire que le chien qui était en fureur, il est encore en colère, mais c'est une colère qui est gérable. Puis là, c'est plus facile de transformer ça en joie, en activité créative. C'est ça. On essaye d'y apprendre autre chose, puis on essaye de l'apprendre dans quelque chose qui va lui créer du plaisir au lieu de la colère, de la fureur, de l'anxiété. On est dans un modèle de respect et d'apprendre aux chiens des choses intéressantes. De respect du chien et de respect des propriétaires. Si le chien apprend des choses nouvelles dans des contextes qui déclenchaient de la fureur, par exemple, eh bien, le propriétaire a tout bénéfice de cette situation. Bien, c'est ça, parce qu'on travaille pour le bien-être du chien, du propriétaire, de la famille, du système, comme tu appelles. Donc, tout le monde, c'est bénéfique pour tout le monde. Et pour la société aussi. Si le chien est moins agressif, par exemple, ben, c'est la société qui en profite. Oui. Ben, c'est super. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais ça que tu nous montres le modèle d'activité que tu as élaboré pour satisfaire les besoins du chien. C'est une bonne la question. Oui, c'est un modèle ultra simple. Un modèle qui dit, OK, le chien, je vois beaucoup de chiens, ils produisent de l'agressivité, ils produisent des vocalises, ils produisent de la destruction, etc. Et donc, c'est des chiens qui bougent beaucoup. C'est des chiens qui sont dans l'action. Et je me dis, tiens, ces chiens qui sont dans l'action, peut-être qu'ils manquent d'activité à la maison. Et donc, j'ai calculé, j'ai repris tous mes dossiers de cas clients. Et puis, en fait, oui, la plupart des chiens, 80% des chiens sont en manque d'activité. Et donc, ils vont produire une activité. Et donc, je me suis dit, tiens, l'activité, c'est quoi chez le chien? Ben, c'est le fait de bouger. La différence entre l'activité et le sommeil. Dans le sommeil, le chien ne bouge pas, ou très peu. Dans le sommeil profond, quand il fait une sieste, ben, il bouge très peu. Tout le reste du temps, c'est de l'activité. Et donc, j'ai calculé que le chien avait besoin d'environ 5 heures d'activité par jour. Mais quelle activité? Et c'est là que je me suis dit, ben, il y a les activités où le chien va courir, les activités locomotrices. On va mettre l'activité locomotrice. Il y a les activités où il va aboyer, les activités vocales. Les activités, ben, il pourrait mastiquer, les activités masticatoires. Et bon, toutes ces séquences de comportements qui sont basées sur les patrons moteurs, qui sont programmés génétiquement, toutes ces séquences de comportements pourraient faire l'activité générale chez le chien. Okay. Donc l'activité générale chez le chien, et c'est là où j'ai mis la formule, est la somme des différentes formes d'activité, X étant le type d'activité, le patron moteur, la séquence de comportement. Et il y a un facteur que je me suis rendu compte, il y a un facteur de pondération de chacune de ces activités. Elles n'ont pas la même valeur émotionnelle ou pas la même valeur pour fatiguer le chien. Donc il y a un facteur, en mathématiques, on appelle ça un facteur K de pondération. Okay. Et on se retrouve avec là une formule qui dit que si le chien a besoin de 5 heures d'activité et qu'on lui donne 2 heures de promenade, il lui manque 3 heures d'activité. Sur ces 3 heures d'activité, s'il n'a que de l'activité locomotrice de 2 heures, eh bien, il va faire autre chose pendant 3 heures. Et c'est autre chose, il va le faire en fonction de sa génétique, de ses besoins qu'il va satisfaire. Il va peut-être se mettre à détruire le mobilier parce qu'il a besoin de mastiquer. Oui, peut-être qu'il va vocaliser parce qu'il a besoin d'activité vocale. Donc, il va s'orienter en fonction de sa génétique pour produire des comportements. Et donc, si j'ai un chien qui vocalise, qui aboie, qui jappe 5 heures par jour, je me dis, peut-être que si je lui donne plus d'activité locomotrice, il va moins vocaliser. Eh bien, ça marche. Si je lui donne 2 heures d'activité locomotrice, il passe ses vocalises de 5 heures à 3 heures. Et donc, il y a comme une formule toute simple. Et je me suis dit, tiens, maintenant, si je lui donne des activités masticatoires, là, activité masticatoire, si je lui donne 2 heures d'activité masticatoire, eh bien, je me rends compte que ces activités vocales disparaissent complètement, ou quasiment complètement. Alors, on me dit, comment ça se fait? Eh bien, je me suis rendu compte que l'activité masticatoire avait le masticatoire. Là, je t'arrête, je fais juste une petite parenthèse. Masticatoire. Masticateur a une valeur, le coefficient K, c'est 3. Alors que les activités locomotrices, c'est 1, et les activités vocales, c'est 1. 1 aussi, OK. Voilà, donc le chien, en fait, il est programmé pour ne pas se fatiguer. Okay. Et donc, tous les comportements locomoteurs, courir, trotter, galoper, sauter, tous les comportements vocaux, tous les comportements de chasse qui sont liés à du locomoteur, tout ça ne fatigue pas le chien. Okay. Par contre, le fait de manger, et quand il capture une proie et qu'il la mastique, il va arracher le cuir, il va arracher la viande, mastiquer les os, ça le fatigue beaucoup. Donc, il peut courir, un chien peut courir facilement 50 jusqu'à 100 km,
quasiment sans fatigue avec un peu d'entraînement. Par contre, mastiquer 3 heures, 4 heures, ça va l'épuiser. OK. Et ça, c'est extraordinaire. Mais ça, C'est extraordinaire parce qu'on a une activité ici qui est beaucoup plus fatigante que les autres. Et donc, si je reprends l'exemple de mon chien qui jappe 5 heures par jour, c'est ça. ben, si je lui donne 1 heure d'activité locomotrice et 2 heures d'activité masticatoire, 2 heures d'activité masticatoire, ça ferait 6, plus 1, ça fait 7, les vocalises vont disparaître. C'est ça. Mais elles disparaissent pas totalement parce que le chien a besoin de vocaliser, Quand il a même. besoin d'aboyer, mais ses vocalises disparaissent quasiment, elles passent de 5 heures à un quart d'heure par jour. C'est ça. C'est acceptable pour Ça un devient propriétaire. acceptable. C'est Ça, c'est une solution. Et puis, j'ai trouvé qu'il y a d'autres activités qui sont encore plus fatigantes. C'est toutes les activités intellectuelles. Alors, les activités. Et là, on monte à 5 de coefficient. Activité intellectuelle, le chien commençait à discriminer des codes, des odeurs, des symboles, des couleurs. Puis là, ça le fatigue énormément. Mais malheureusement, ça fatigue aussi le propriétaire. Oui, c'est ça. Mais il reste que ça fatigue vite quand même. On Voilà. le voit en comportement quand on va voir des chiens, ils sont brûlés Oui. après une consultation. Alors, quand toutes ces activités sont accompagnées d'émotions fortes, l'émotion forte, la valeur est de 10. OK. Quand un chien fait une crise de panique, un quart d'heure de crise de panique, il est épuisé pour le reste de la journée. OK. Il va même plus courir, plus mastiquer, plus rien du tout. S'il fait une crise de rage, de fureur, il est épuisé par après. Alors ça, c'est pas des solutions thérapeutiques. Non, c'est C'est ça. juste pour expliquer qu'un chien, quand il a une émotion extrêmement forte, ça le fatigue Ça le énormément. fatigue, d'accord. Ah, c'est super. Donc, il y a moyen de fatiguer nos chiens sans faire 5 heures de course par jour Oui. ou 100 km où on prend diverses stratégies puis on satisfait ses besoins. Voilà. Et c'est ça qui est important. Enfin, pour moi, c'est important. Mais ça, c'est quelque chose, c'est une formule qui marche bien. Je ne dis pas que c'est la vérité du chien, mais c'est une formule qui marche bien et qui permet de déterminer avec chaque propriétaire comment satisfaire les besoins du chien. Le chien nous le dit, il détruit, bon, il a besoin de détruire, il a besoin de mastiquer. Le chien vocalise, donc il a besoin de vocaliser, mais peut-être qu'on peut diminuer ça en donnant d'autres activités. Quelles sont les activités que le propriétaire peut donner? Il peut donner 10 heures par jour à son chien. Le premier, 10 heures par jour, c'est parfait. Mais on peut donner qu'1 heure par jour, alors il faut trouver une activité compensatoire. Est-ce qu'on va lui faire un quart d'heure d'activité intellectuelle, 1 à 2 heures d'activité masticatoire, 2 heures d'activité locomotrice, le laisser aboyer et commander l'aboiement et faire un quart d'heure d'aboiement sur commande? Et on commence à avoir la satisfaction de tous les besoins du chien. Et pour le propriétaire, c'est pas un investissement de temps qui va prendre 10 à 12 heures par jour. Ça va peut-être prendre 1 heure, 2 heures par jour. Mais ça, c'est l'heure ou 2 heures qu'on pouvait déjà consacrer à son chien. Mais d'une nouvelle façon, d'une façon plus qualitative, ça permet de satisfaire les 5, 6, 8 heures d'activité du chien. Donc, on a des chiens heureux, puis des propriétaires heureux, puis une aussi, famille c'est le but, heureuse. voilà. C'est le but. Ça, c'est super. Merci. J'ai une dernière question à te poser. C'est une question que j'aime poser à tous les gens que j'ai en entrevue. Est-ce que tu as fait une chose, tu as fait plein de choses dans ta vie, mais je veux dire, est-ce que tu as fait une chose dans ta vie qu'aujourd'hui tu considères comme une erreur, mais que rétrospectivement, pour ce que ça t'a apporté, tu la referais? Grosse question. Grosse question, pas de réponse immédiate. Il faudra que je réfléchisse quelques Ok. semaines à ça avant de pouvoir te Ok. revenir. Mais des erreurs, on en fait tout le temps Bien parce sûr. qu'on fait un apprentissage par approximation. On apprend aussi parce que ce que les autres nous ont fait comme expérience, mais on n'est pas obligé de le répéter. Mais j'ai appris, pas tellement par erreur, mais j'ai appris, c'est les chiens qui m'ont dit. Je me suis rendu compte un jour qu'en fait, tout ce que je voulais soigner comme problème de comportement, ce que les gens me disaient, mon chien a tel problème de comportement, il détruit tout dans la maison. Mais j'ai compris, je voulais traiter ça, c'était l'erreur de traiter ça, de vouloir le stopper. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il fallait le satisfaire, en fait. Donc si le chien il est en train de nous dire ce qu'il a besoin de faire. Je détruis 3, 4, 5 heures pendant la journée, ben, il me dit j'ai besoin de détruire quelque chose. Et donc l'activité masticatoire sera une solution pour ce chien-là. Et donc ça, ce que je voulais traiter auparavant, et ce que j'ai essayé de traiter auparavant, et avec un succès partiel, mais avec pas de succès définitif, je me suis rendu compte que c'était en fait le chien nous donnait la solution à son problème. Oui, il nous le disait déjà. Mais tu vois, Maintenant, ça devient tout simple. tu as même réponse. C'est J'en ai une ta réponse. réponse.
Je te remercie infiniment de cette entrevue. C'est instructif et c'est vraiment un privilège pour moi. Ça me fait vraiment plaisir. Merci, Michel. C'est moi. Et au plaisir de vous revoir.